L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24. À la une ce soir, le jour d'après au Soudan, un jour de fête endeuillé par le bain de sang de lundi et marqué par les déclarations du Conseil militaire de transition, l'annulation de tous les accords signés avec l'opposition et une présidentielle dans 9 mois, un scrutin déjà rejeté. Nous prendrons la température à Khartoum dans ce journal. Cette décision de justice en France, la Cour de cassation a validé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Un recours est toutefois encore possible. Le frère de l'ex-président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. On y reviendra avec Nicolas Germain. Nous irons à la fin de ce journal au Nigeria. Notre correspondant Moïse Gomis a recueilli le témoignage d'une femme vendue en mariage à l'âge de 12 ans. Cette pratique illégale dans le pays est une tradition ancestrale chez les Béchévé. Vous verrez que des femmes se battent pour l'éradiquer. Les événements s'enchaînent au Soudan après la violente répression lundi, les annonces politiques ce mardi. Les militaires semblent déterminés à reprendre la main sur le mouvement de contestation avec d'abord l'annulation de tous les accords signés avec l'opposition et ensuite l'annonce de la tenue d'une élection dans 9 mois. Louise Brossoul. Comme un défi dans les rues de Khartoum, ils se sont rassemblés pour les prières de l'Aïd au lendemain de la dispersion sanglante du sit-in des manifestants devant le siège de l'armée. Au Soudan, le ramadan devait se terminer ce mercredi, mais l'opposition a avancé la date. Elle appelle la population à prier et à manifester pacifiquement dans un mouvement de désobéissance civile. Dans la nuit, le Conseil militaire de transition a annoncé l'ouverture d'une enquête, mais aussi l'arrêt des négociations avec l'opposition. Le Conseil militaire décide d'annuler ce qui avait été convenu et de cesser de négocier avec l'Alliance pour la liberté et le changement, et de tenir des élections dans un délai de 9 mois. L'opposition dénonce une pièce de théâtre mensongère à la télévision qui ne fera que raviver la flamme de la révolution. Nous attendons les élections avec impatience, mais dans une telle situation, nous n'avons pas besoin de gouvernement militaire ni d'aucune élection. Le Conseil militaire de transition s'est également attiré les foudres de la communauté internationale qui condamne les violences. Au lieu de viser les responsables des manifestations, le Conseil militaire de transition doit reprendre les négociations afin de mener la transition politique du Soudan vers une administration dirigée par des civils. C'est ce que réclamaient les manifestants installés depuis près de 2 mois devant le siège de l'armée, le départ du pouvoir des généraux qui ont évincé Omar el-Béchir le 11 avril et du Conseil militaire de transition. Après le massacre de lundi, l'opposition l'assure, la grève et la désobéissance civile totale se poursuivront jusqu'au renversement du régime. Les Soudanais sont traumatisés par la répression qui a fait au moins 35 morts lundi, mais toujours déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat. C'est ce qu'a constaté l'envoyé spécial d'RFI à Khartoum. Il était à la rencontre de la population ce mardi. Il revient sur le climat dans les rues de la capitale. Alors Khartoum donne toujours l'impression d'être une ville en état de siège. Dans certains quartiers, les FSR, les forces de soutien rapide qui ont attaqué le sit-in sont très présentes. On les voit circuler avec des mitrailleuses montées sur leur pick-up ou stationnées à divers carrefours, toujours lourdement armés. Dès qu'un début de manifestation ou même qu'un groupe de personnes se forme, les RSF viennent disperser dans la violence, parfois à coups de bâton, parfois en tirant. Dans certains quartiers, les habitants ont quand même bravé le danger en montant des barricades avec des pierres, des briques, des branches. Résultat, c'est parfois très difficile, voire impossible de circuler dans certaines zones. Les militaires, eux, n'hésitent pas à réquisitionner des gens pour les forcer à démanteler ces barrages de fortune qui sont d'ailleurs aussitôt reconstruits par les protestataires. Autre conséquence de l'attaque du sit-in, plusieurs établissements de santé sont submergés. Dans un hôpital que j'ai visité, des dizaines de personnes étaient rassemblées aux urgences. Certaines attendaient des soins, d'autres dormaient par terre avec des bandages un peu partout. On a des blessés par balle, des gens qui ont été battus à coups de bâton, à coups de pied. L'hôpital a d'ailleurs été plusieurs fois encerclé par les forces de sécurité, ce qui a créé la panique générale en voyant les pick-up grouiller un petit peu à l'extérieur. Les patients se sont tout de suite barricadés dans des chambres, dans des bureaux, des toilettes, en priant pour ne pas être découverts.
En tout cas, après les terribles assauts contre le cœur de la Révolution, la ville est quand même encore traumatisée et vit toujours sous la menace permanente des miliciens. Alors, est-ce que la détermination des manifestants a été affaiblie ? Visiblement pas. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit n'avoir aucune intention de stopper la révolution. Je prends l'exemple de Mahmoud Abdallah. C'est un étudiant que j'ai rencontré dans un hôpital. Il avait le bras en écharpe d'ailleurs, et puis des traces de coups sur le corps. Alors pour lui, la révolution, en fait, elle vient juste d'être lancée. Pour lui, ce qui s'est passé depuis 2 mois, c'était rien. Pour ce jeune Soudanais, c'est maintenant que la révolte commence. Sous-entendu, la mobilisation à venir va être encore plus massive. Beaucoup de gens interrogés disent qu'au lieu d'avoir été découragés, ils ont en fait été galvanisés par la violence des RSF. Alors certes, ils ont perdu des amis, certes, ils ont été blessés, mais pour eux, désormais, on est dans une période intermédiaire où les blessés doivent se soigner, se remettre sur pied. Manifester, c'est aussi très dur à cause de la présence des militaires dans les rues, mais tout cela est en fait provisoire. Les actions vont reprendre rapidement. Une partie attend aussi que les chefs se réorganisent, mettent sur pied une stratégie. Et dès que des ordres clairs seront envoyés, les civils suivront. Par contre, tous précisent que la révolution doit rester coûte que coûte pacifique. Déjà, ça limitera le nombre de morts. Les miliciens sont très armés, donc on risque d'autres bains de sang. Enfin, si les gens se lancent eux-mêmes dans des violences, alors là, on entrerait dans une spirale qui pourra aller jusqu'à la guerre civile. En France, la Cour de cassation a validé ce mardi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La justice française rejette le pourvoi déposé par le frère de l'ex-président déchu. Il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Nicolas Germain était avec nous tout à l'heure sur ce plateau. Il revient pour nous sur cette décision de justice et sur cette affaire qui a marqué les esprits au Burkina Faso. Écoutez. Maintenant, pour qu'il y ait extradition, il faut que le gouvernement français signe un décret. Mais même s'il signe ce décret, les avocats de François Compaoré peuvent déposer un recours devant le Conseil d'État. Et d'ores et déjà, ces avocats ont dit que si le décret est signé, c'est ce qu'ils vont faire. Car eux, ils disent qu'il ne peut pas y avoir de procès équitable au Burkina Faso. Il faut rappeler que François Compaoré était le bras droit de Blaise Compaoré qui a gouverné le pays pendant 27 ans jusqu'à ce que la rue le renverse en 2014. Alors pourquoi l'assassinat de ce journaliste Norbert Zongo a tant marqué les esprits au Burkina Faso ? Alors Norbert Zongo, c'était l'un des journalistes d'investigation les plus connus et les plus réputés du Burkina Faso. C'était le directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant. Il avait fait de nombreuses enquêtes qui fustigeaient le régime de Blaise Compaoré. Et puis le 13 décembre 1998, il est assassiné avec 3 de ses amis alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. C'est un assassinat qui va provoquer de grandes manifestations qui auront des conséquences politiques. Blaise Compaoré va être contraint de prendre des mesures et notamment il va limiter le nombre de mandats présidentiels. Et puis, il faut savoir aussi que chaque 13 décembre, le jour de sa mort, des milliers de Burkinabés se réunissent pour demander justice pour Norbert Zongo. Quant à Blaise Compaoré, après le coup d'État de 2014, il a fui en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire refuse encore aujourd'hui de l'extrader, alors qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara, celui qu'on appelait le Che Guevara noir. Lorsque Sankara est assassiné en 87, c'est Blaise Compaoré qui prend le pouvoir et qui reste au pouvoir pendant près de 3 décennies. Acheter une femme en mariage, ces termes peuvent paraître contradictoires et pourtant, au sein de la communauté Betchevé au Nigeria, il s'agit d'une pratique ancestrale, illégale mais toujours pratiquée. Beaucoup y ont recours pour régler leurs dettes. Parfois, de très jeunes enfants sont mariés de force avec des hommes beaucoup plus âgés. C'est le cas de Dorothy. Notre correspondant dans le pays, Moïse Gomis, a recueilli son témoignage dans l'état de Cross River, dans le sud-est du pays. C'est seulement au milieu de ses enfants que Dorothy oublie ses blessures familiales. À 7 ans à peine, elle est mariée de force. Ses parents règlent ainsi une dette. Maman a 12 ans, elle n'a depuis jamais quitté le père de ses enfants. Cet homme avait plus de 50 ans lorsqu'il a acheté Dorothy. Sans ma foi chrétienne, je me serais suicidée. On m'a plaquée et maintenue pour qu'un homme couche avec moi. Je ne peux pas oublier ça. Mais avec l'aide de Dieu, j'essaye d'oublier. Mais ce mauvais souvenir me revient souvent. J'ai longtemps été écœurée par ce type de mariage. Cette église s'est spécialisée dans l'écoute des femmes vendues en mariage. Pasteur Eno est en première ligne pour sensibiliser contre ce type d'union. Dans ce village, plusieurs dizaines de femmes adultes et mineures sont concernées. Et dans toute la communauté Betchevé, plusieurs milliers de femmes subiraient cette coutume. La mission de Pasteur Eno rencontre des résistances. Pour beaucoup d'hommes Betchevé, l'achat d'une ou plusieurs épouses est un signe extérieur de richesse. In
Les hommes Becchevé n'ont généralement aucun respect pour les femmes. Mais je vis ici, ils me connaissent, ils m'ont observé. Ils m'ont même espionné pour savoir quel genre de personne je suis. Au final, tout cela m'a aidé à m'imposer. Et je peux exprimer mon point de vue sans crainte. Cette religieuse épaule donc Dorothy dans sa situation familiale. Selon la tradition Becchevé, en cas de décès prématuré de Dorothy, ses filles pourraient être vendues à leur tour. De son côté, le mari de Dorothy assure qu'il protégera ses filles. Sa façon de voir son mariage avec Dorothy a changé. J'ai des remords. Franchement, si c'était à refaire, je changerais mon comportement. Si vous m'achetez et me donnez une jeune fille en mariage, je refuserais aujourd'hui. Le Nigeria a ratifié des conventions internationales protégeant les droits des enfants. Et pourtant, le mariage forcé demeure une menace réelle pour les jeunes filles de la communauté Becchevé. Pour finir, ces images de célébration en Somalie, la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan était l'occasion pour les fidèles de se retrouver après la prière de l'Aïd. Une ambiance très joyeuse et colorée, comme le veut la tradition. Les enfants étaient tous vêtus d'habits neufs pour l'occasion. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Hé, Mercedes, tu veux pas te détendre un peu? T'as quoi pour un type qui porte pas de cravate? Mercedes, t'aurais pas une voiture qui m'écoute? Contrairement à d'autres. J'ai entendu. Mercedes, tu peux baisser un peu la température? Je règle la température sur 21 degrés. Il faut qu'on se parle.